Bonjour à toutes et à tous. Good afternoon. Buenos dias a todos y todas. J'espère que vous avez passé une belle fête de Pâques. Alors, pour rappel, lors de la séance précédente, Bruno Vandermaat, qui est docteur en sciences sociales, nous avait parlé de la notion de justice à travers les âges et rappelé que le système judiciaire ne doit pas créer d'injustice. Il a constaté qu'enfermer en prison est une récente manière de sanctionner un délinquant et qui engendre notamment un étiquetage de ces infracteurs. Pour ce qui nous concerne, un enfant qui entre dans le système judiciaire est marqué. C'était les constats d'une étude qu'il avait citée. Il est marqué, étiqueté, et ça lui ferme beaucoup de perspectives. Dans une deuxième partie, nous avions vu que la justice réparatrice cherchait la cause du problème et de l'infraction et les conséquences pour la victime. Donc, ce qui permettait d'adapter la réponse et la restauration de la victime et de l'auteur, des deux à la fois. Qui permettait que chacune des parties repartait du tribunal, du juge, de manière le cœur serein, le cœur apaisé. Pour cette deuxième séance, Bruno Vandermaat va intervenir sur la mise en œuvre plus concrète de la justice réparatrice. Et il nous avait donné la dernière fois une petite réflexion qu'on devait avoir pendant la semaine. Donc voilà, je lui laisse la parole pour ce deuxième module sur la justice réparatrice. Merci Marie-Laure. Bonjour à tous et à toutes. Buenas tardes o buenos días, según los casos. Hi, everybody. Je vais reprendre, comme a dit Marie-Laure, un peu la question que je vous avais laissée la fois passée, c'est-à-dire comment tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a pu discuter la semaine passée, pourrait être mis en œuvre dans vos pays. Donc, au début de la semaine passée, j'ai reconnu que la situation culturelle, juridique, sociale est tellement différente entre nos pays qu'on ne peut pas donner des recettes toutes faites. Alors, pour avoir une idée de comment vous avez évalué la situation, je vais essayer de vous passer une diapo avec la question. Je ne sais pas, Marie-Laure, peux-tu me confirmer si on voit bien? Oui, c'est bon. OK, magnifique. De nouveau, en trois couleurs, l'anglais en rouge, le français en vert et l'espagnol en bleu. C'est une enquête, ce n'est pas un interrogatoire, ce n'est pas un examen. La question est la suivante. Un système de justice juvénile réparatrice dans vos pays, quelle est la situation dans votre pays? Il y a 5 réponses. A, simplement dire, ça existe dans mon pays et ça marche plus ou moins bien. B, nous ne disposons pas encore d'un cadre légal de justice juvénile réparatrice, donc nous n'en avons pas parce qu'il n'y a pas de loi qui le permette. C, il y a un cadre légal, donc le système existe, mais nous avons besoin de plus de ressources. C'est-à-dire, nous avons un cadre légal, officiellement sur papier, la justice juvénile existe, mais nous manquons d'équipes spécialisées, de médiateurs, de ressources humaines, mais aussi d'infrastructures, etc. Donc, ça existe, mais c'est plutôt formel. La 4e possibilité qui dit D, c'est-à-dire, cela va à l'encontre de la mentalité qui règne dans l'opinion publique. C'est-à-dire que nous avons dans mon pays, nous n'avons pas de justice réparatrice juvénile. Et en plus, ce serait très difficile à réaliser parce que les gens, franchement, l'opinion publique, les politiciens, les juges, etc., tout le monde serait contre parce que nous sommes une société où la punition est très importante, la discipline, etc. Donc, ça marcherait pas. Donc, on n'a pas de justice réparatrice et en plus, je ne crois pas qu'on pourrait l'avoir.
Et comme toujours, il faut laisser la place à ceux qui ne rentrent pas dans tous les casiers antérieurs. Et alors, il y a eux, les pays qui ont d'autres problèmes. Donc, voilà les 4 réponses. Soit ça existe, et ça marche plus ou moins bien, soit il n'y a pas de cadre légal, soit ça existe, mais il y a un manque de ressources ou il y a d'autres problèmes, soit cela va totalement à l'encontre des gens, donc ça n'existe pas et il n'y a pas de danger que ça se mette en œuvre, soit, 5e aucune alternative antérieure, il y a d'autres problèmes. Alors, comment est-ce que je vous demanderai de répondre à cette enquête? En utilisant le chat, vous ouvrez le chat et vous tapez simplement le caractère, la lettre qui correspond à votre réponse. Donc, vous dites A ou B ou C ou D ou E, rien d'autre. Et si vous pouvez aussi ajouter le pays, vous mettez par exemple C, je sais pas, Colombie, non? Ou A, Kyrgyzstan, par exemple. Non? Donc, simplement la lettre et votre pays. Dans le cas que votre réponse est E, donc les autres problèmes, la 5e alternative, alors là, oui, je vous demanderai peut-être en quelques mots de dire quels sont les problèmes. J'espère que c'est plus ou moins clair. Donc, s'il vous plaît, essayez de répondre dans le chat simplement la lettre qui correspond, le caractère qui correspond à votre réponse et le pays. Alors, je vais reprendre l'écran normal. Je suppose que tout le monde a pu voir les questions. En plus, elles sont dans le chat. Tout au début, je les ai copiées aussi, au cas où. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment mettre en œuvre un système de justice réparatrice. Et pour ça, j'ai préparé quelques petits dessins de nouveau. Okay. Voilà, donc aujourd'hui, on va essayer de mettre en œuvre une justice réparatrice. De nouveau, je ne vais pas donner de solution miracle parce qu'elle n'existe pas. Nos situations sont vraiment très, très diverses, mais on va voir des critères. Alors, ce sera à chacun de vous de voir quelle est la faisabilité, est-ce que c'est applicable ou pas. On va commencer, enfin, je vais reprendre simplement une définition. C'est une définition seulement des définitions possibles. Alors, vous allez trouver tout plein de définitions. J'en ai fait une qui rassemble plus ou moins les grands critères de ce qu'on a parlé la semaine passée. La justice réparatrice et donc aussi les pratiques réparatrices, c'est un processus par lequel toutes les personnes dont les relations furent affectées par un problème créé se réunissent volontairement et cherchent conjointement une solution. Vous avez la définition en 3 langues. Quels sont les éléments importants à faire remarquer, disons, à souligner? D'abord, c'est un processus. La justice réparatrice n'est pas un but en soi. Le but de la justice réparatrice et de toute pratique réparatrice en réalité, c'est la paix sociale, c'est l'harmonie dans la communauté. Donc, le but n'est pas la justice. La justice est un moyen, donc c'est un processus. Donc, on essaye de trouver une façon d'atteindre la paix sociale, l'harmonie sociale. Alors, en plus de voir que c'est un processus, il faut que toutes les personnes participent. Il ne s'agit pas d'exclure quelqu'un. On peut pas dire l'un ou l'autre des protagonistes n'est pas d'accord. Non, tout le monde doit participer parce qu'autrement le système perd sa crédibilité. Il faut que tout le monde puisse participer et en plus que la participation soit volontaire. Alors, on peut discuter si c'est vraiment volontaire. Si un jeune pris en flagrant délit, on lui dit soit tu passes au système punitif et on va t'envoyer en prison, soit on passe à la justice réparatrice et il y aura une façon alternative de solutionner le problème, on peut dire c'est évident qu'il va choisir le système réparateur. Ce n'est pas sûr. Il peut se dire aussi je vais confronter la victime, j'ai vraiment trop honte, ou je n'ai vraiment pas envie, ou je n'y crois pas à ce système. Donc, il a vraiment le choix. Donc, sa participation doit être volontaire.
Également, par exemple, la victime. Beaucoup de victimes ne veulent pas participer, surtout au début, parce qu'elles sont encore traumatisées. Elles n'ont aucune envie de confronter, par exemple, le transgresseur qui les a attaqués ou qui les a volés. Donc, la victime peut très bien dire non, moi je n'entre pas dans ce système et donc ça ne fonctionne pas. Il y a toutefois des façons d'essayer de trouver une solution qui n'implique pas nécessairement la confrontation directe, face à face, de victimes et transgresseurs. Dans certains cas, c'est ce qu'on utilise à travers une médiation indirecte. Mais le terme de volontariat, le critère de volontariat est très important. La communauté aussi doit participer. Alors on peut se demander, mais pourquoi la communauté participerait à un processus de voisins? Mais justement parce que la communauté, elle y gagne. Comme je vous ai donné l'exemple la semaine passée, s'il y a un vol, un cambriolage, disons, dans la maison d'un voisin, ce n'est pas seulement un problème pour le voisin et le cambrioleur, c'est un problème pour toute la communauté qui vit autour, pour tous les voisins, parce que tout le monde va se sentir insécurisé, tout le monde va acheter un cadenas en plus, tout le monde va acheter un chien dangereux pour éviter qu'on vienne dans sa maison. Donc si on peut arranger le problème entre le voisin et le cambrioleur, toute la communauté y gagnera. Donc la communauté aussi devra participer, mais volontairement. Et ensuite, pourquoi va-t-on se rassembler entre tous? Pour trouver conjointement une solution. Dans la traduction anglaise, je ne savais pas très bien comment dire chercher conjointement une solution, et alors j'ai mis pour trouver une solution qui est acceptée par tous, mais c'est la même chose. Si on essaye de trouver conjointement une solution, ça veut dire une solution où tout le monde se met d'accord. Donc, après, il ne s'agit pas de dire, moi, j'étais pas d'accord, je ne joue plus. Non, tout le monde a participé et tout le monde a pu dire son mot et on a essayé de trouver une solution. Alors, peut-être un petit mot sur cette solution conjointe. Là, il faut peut-être changer de chip, il faut changer d'idée. La solution n'est pas nécessairement le juste milieu. Vous vous rappelez que Aristote, dans un problème d'échange, disons, un dit je peux payer 50 et l'autre dit j'ai besoin de 100. Pour Aristote, la solution est dans le juste milieu, c'est-à-dire 75, 75 pour les Français. Mais c'est dans le cas d'échange. Dans le cas d'une justice réparatrice, si le jeune dit moi je peux donner jusqu'à 50 parce que j'ai pas plus, et la victime dit moi je veux 100, la solution n'est pas de dire ok on s'arrête, on solutionne le problème en disant 75, parce que 75 c'est trop pour le jeune et c'est trop peu pour la victime, donc personne ne sera d'accord avec cela. Donc là, dans ce cas-là, il faut pas choisir disons le juger, pardon, mais il faut essayer de voir quels sont les intérêts de chacun et essayer de solutionner le problème à partir des intérêts, des besoins de chacun. Donc, dans la justice réparatrice, il ne s'agit pas tellement de trouver la somme qui correspond à un dédommagement. Il s'agit de trouver une solution au problème. Donc, ça va bien plus, c'est bien au-delà d'une question de discuter, de négocier une somme d'argent. Donc, là, il faut trouver une solution conjointe. Voilà. Si on en rappelant ces éléments, donc un processus, tout le monde participe volontairement pour chercher une solution. Alors, qu'avons-nous besoin pour mettre en œuvre une justice réparatrice? Eh bien, pour commencer, on a besoin d'un cadre légal. On a besoin d'un encadrement, d'une loi, d'un règlement, etc. Autrement, on ne sait pas sur quel pied danser. On aura besoin de ressources. Ça, on verra aussi que une loi sans ressources, bon, ça ne marche pas. Donc, beaucoup de nos systèmes de justice fonctionnent comme ça. On a parfois de très belles lois, mais on n'a pas de ressources pour les appliquer.
Je prends l'exemple du Pérou que je connais un peu mieux. Dans le cas des adultes, nos prisons ont une capacité de 100% et elles sont occupées à 240%. Donc, pour chaque place dans une prison, il y a 2 détenus et demi qui sont dans la prison. Donc, ça va jamais marcher si on change pas de système et s'il n'y a pas plus de ressources. Donc, il faut une loi, des ressources, et en plus, il faut qu'il y ait quand même une certaine acceptation. Il faut une certaine mentalité qui accepte qu'il y ait une justice réparatrice. Donc, il faut bien préparer l'affaire. Je ne sais pas si tout le monde a pu lire le petit manuel de justice réparatrice qui était qui était proposé comme lecture préparatoire. C'est un document qui est très bien fait parce que d'une façon assez succincte, il présente non seulement ce qu'on devrait faire, mais surtout les problèmes qui peuvent surgir. Alors, je vais simplement prendre 2 critères, la question des lois et la question des ressources, avant de passer, après la pause, à la motivation, et comment motiver pour avoir une justice réparatrice, et aussi quelques risques. Donc, je vais passer par là. Pour cela, oui, c'est un peu trop loin, pour la question du cadre légal. Comme je vous ai dit, je ne vais pas vous donner la loi ou la structure de loi idéale, parce qu'elle n'existe pas, ça dépend de chaque pays, mais je vais vous proposer des critères. C'est pour ça que je vais vous poser 6 questions auxquelles vous devez penser avant pour réfléchir sur la mise en œuvre d'une justice réparatrice juvénile éventuellement ou générale. La première question qu'il faut se poser, c'est à qui va-t-on appliquer cette justice réparatrice? Dans beaucoup de pays, on a commencé avec les jeunes. Dans d'autres pays, on a inclus les adultes. Donc, il faut déterminer à qui va-t-on appliquer cette justice réparatrice. Si on veut un système de justice réparatrice, qui va être concerné en tant que transgresseur? Alors, c'est une question importante parce que elle va devoir elle va impliquer une recherche un peu philosophique même, sur la philosophie du droit, d'une certaine façon. Parce que pourquoi dit-on que il faut l'appliquer surtout aux jeunes? Parce que on dit que les jeunes n'ont pas encore développé toute leur capacité psychologique, de maturité, de sens de responsabilité. Les jeunes peuvent encore changer, tandis qu'apparemment les adultes non. Enfin, donc les jeunes en plus ont besoin d'un encadrement. Il faut leur donner des ressources humaines, éducatives, psychologiques, etc. Donc les jeunes peuvent profiter d'un système de justice réparatrice. Donc, dans beaucoup de pays, on a commencé par là. Seulement, il faut réfléchir quand même, il faut se dire, oui, mais si un critère de justice est applicable à un jeune, pourquoi ne serait-il pas applicable à un adulte? J'ai passé assez de temps en prison jeune, mais aussi en prison d'adultes, pour voir que beaucoup d'adultes réagissaient avec un manque de maturité, avec un manque de stabilité psychologique. Ils n'avaient pas eu accès non plus à une éducation, à une socialisation citoyenne, etc. Donc, à la fin, on peut se demander si ce qu'on applique aux jeunes n'est pas applicable également aux adultes. J'ai rencontré beaucoup d'adultes de 30, 40 et même 50 ans ou plus qui réfléchissaient ou qui avaient des réactions un peu primitives, pour dire d'une certaine façon, comme si c'était un jeune de 15 ou 16 ans. Donc, en plus, on peut aussi se dire, si à un jeune, on peut pas appliquer une peine de mort, par exemple, selon les conventions, ou une peine de privation de liberté à perpétuité, pourquoi ne pourrait-on pas utiliser les mêmes critères et dire, bon, les adultes non plus? Pourquoi peut-on appliquer une peine de mort ou une peine à perpétuité à un adulte et pas à un jeune?
Donc là, je vous pose des questions. Moi, j'ai mon point de vue là-dessus, mais je ne vais pas vous influencer. Mais vous voyez que il faut quand même réfléchir à ce qu'est-ce qu'on veut faire. Quelle est notre idée? Alors, il faut penser aussi que une loi ne va pas arranger nécessairement tous les problèmes. Il s'agit aussi de changer la mentalité. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, les États-Unis qui n'ont pas souscrit, qui n'ont pas ratifié non plus la Convention des droits de l'enfant, la Cour suprême, il y a quelques années, a dit oui, mais quand même, or, le fait qu'on n'ait pas souscrit la Convention, mais quand même, donner une peine à perpétuité à un jeune, ça se fait pas. Enfin, il vaut mieux éviter une peine à perpétuité. De toute façon, il y a des milliers de jeunes aux États-Unis qui ont une peine à perpétuité qui leur a été ordonnée, ils ont été condamnés à cela étant mineurs, moins de 18 ans, et qui ne vont jamais ils ne vont jamais sortir de prison parce que leur peine indique que leur peine ne peut pas être révisée. Mais bon, ça, il y a quelques milliers qui sont dans ces cas-là. En principe, c'est impossible maintenant parce que les juges ne peuvent plus donner des peines à perpétuité. Mais la mentalité d'un juge, il faut aussi essayer de la changer parce qu'il y a des juges maintenant, depuis quelques années, qui disent « Ok, moi je ne donne pas de perpétuité. » Mais ce jeune a commis plusieurs délits. Donc, pour le premier délit, je lui donne une peine de 40 ans de privation de liberté. Pour le deuxième délit, qui est plus grave, je lui donne 60 ans. Et pour le troisième, je lui donne 35 ans. Au total, ça fait 135 ans. C'est pas une peine à perpétuité, mais il doit faire ces 135 ans de peine de privative de liberté. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas seulement de dire on ne peut plus donner ces peines-là, mais il faut aussi éviter d'autres astuces pour éviter le problème. Donc, à qui allons-nous appliquer cette justice réparatrice? Seulement aux jeunes ou à tout le monde? Les critères sont seulement pour un groupe de jeunes, mineurs de 18 ans, ou pour tout le monde. Deuxième question. Quels sont les délits que nous allons inclure dans la justice réparatrice? Beaucoup disent des délits mineurs. Pourquoi? Parce qu'un délit mineur a un dommage qui est réparable. Dans un délit mineur, je ne sais pas, on a blessé quelqu'un, on a volé un portable, on a cassé une vitre ou une voiture. Un cellulaire, quand se intentó robar en un coche. Bueno, son cosas. Ils le prennent vraiment au sens réduit du mot et ils disent il n'y a de justice réparatrice que dans les cas où une réparation est possible. Donc, sont exclus les délits majeurs, viol, meurtre, assassinat, etc. C'est une façon de voir, donc de dire, bon, à qui ou à quel type de délit ou de crime va-t-on appliquer la justice réparatrice? Les délits mineurs, réparables. Seulement, de nouveau, je vous demande de réfléchir sur le fait que les autres délits, les délits majeurs qui n'ont pas de réparation au moins immédiate possible, viol, meurtre, assassinat, etc., on peut se demander quelle est la meilleure réponse. Il est vrai que la réparation dans le sens strict du mot, dans ces cas-là, n'est pas possible. Mais ce qu'on peut se demander, c'est si la réparation n'est pas possible, que fait-on avec le transgresseur? On l'envoie 20 ans en prison. Qu'est-ce que ça fait à la société? Il va en ressortir probablement brisé ou dans de pires conditions qu'il était rentré. Donc, dans ce cas-là aussi, n'est-il pas possible de voir qu'il y a une certaine réparation possible? Réparation symbolique, réparation à la communauté, réparation à la famille, etc. Donc, là aussi, il faut se demander si c'est tellement logique de réduire la justice réparatrice seulement aux crimes, enfin, aux délits. On ne devrait pas l'appliquer à l'ensemble, parce que si on part du principe qu'on croit vraiment que cette justice est meilleure, elle cause moins de dommages que la justice punitive, il faudrait voir si on n'applique pas cela à l'ensemble. Troisième question.
à partir de quand va-t-on appliquer cette justice réparatrice? Pas à partir de quelle année, mais dans le processus, dans le procédé judiciaire, à quel moment va-t-on introduire la possibilité de la justice réparatrice? Au moment de l'arrêt, disons, l'arrestation par la police, ou une fois que le ministère public a l'affaire en main, ou une fois que le juge reçoit le dossier, ou une fois que la sentence a été donnée. Donc, il y a, dans tout ce procédé, il y a plusieurs phases et il faut décider à quel moment pourra-t-on recourir à un procédé de justice réparatrice. Un exemple, au Pérou, par exemple, dans la justice juvénile, le procureur a la possibilité de remettre l'affaire. C'est-à-dire, la rémission implique que le procureur reçoit le transgresseur, étant donné le cas qui est détaillé dans la loi, il peut dire au transgresseur, bon, on va essayer de s'arranger autrement pour ne pas passer ton dossier au juge. Donc, on essaye de ne pas judicialiser l'affaire. Alors, par exemple, on va faire une rémission et pendant 6 mois, tu vas avoir certaines règles de conduite. Si tu gardes ces règles de conduite, c'est-à-dire si on a vraiment l'impression que tu veux réparer le dommage que tu as commis, mais après 6 mois, si tu restes propre, c'est-à-dire si tu as fait tout ce qu'on t'a demandé de faire, mais on classe l'affaire et je ne la passe pas au juge, donc tu n'auras pas de casier judiciaire, etc. C'est une façon de remettre à une autre date la décision finale. Mais dans la législation péruvienne, il y a aussi la possibilité de voir que le juge, même si le procureur n'a pas utilisé sa qualité de maître, le juge peut le faire aussi. C'est-à-dire le dossier arrive chez le juge et le juge dit, bon, en voyant l'affaire, on va remettre le jugement à 6 mois ou 2 ans et entre-temps, on va te donner certaines règles de conduite. Si dans 6 mois ou les 2 ans, dans le délai qu'on a accordé, rien ne se passe, c'est-à-dire tu ne retombes pas dans tes pratiques antérieures, mais on oublie l'affaire et je classe le dossier. Donc, de nouveau, il n'y a pas de sentence, il n'y a pas de casier judiciaire. Ça, c'est au Pérou. Il y a peut-être d'autres possibilités dans d'autres pays. Il y a des pays, par exemple, où la justice réparatrice entre après la sentence, après la condamnation. C'est-à-dire, tout se passe normalement, on passe par la police, le ministère public et le jugement, et au moment du jugement, le juge dit, bon, on vous condamne à autant d'années de prison ou à telle pratique réparatrice. Et c'est à ce moment-là que le condamné peut choisir un système ou un autre. Donc, tout cela dépend du cadre légal qu'on prévoit. Mais il faut surtout se poser la question et que ce soit clair, que tout le monde sache à quel moment on peut commencer un système de réparation. L'idéal, évidemment, c'est de le faire dès le début. Parce que comme ça, on évite pas seulement toute la bureaucratie judiciaire, mais on évite aussi la traumatisation, etc., qui peut s'en suivre. Troisième question. Dans beaucoup de pays, il y a des communautés, des ethnies, des groupes de population qui ont leur propre façon de régler leurs affaires, leurs problèmes de justice. Alors, dans beaucoup de cas, ce sont des procédés réparateurs. Va-t-on limiter la justice réparatrice à ces communautés, à ces groupes, ou va-t-on appliquer la justice réparatrice à l'ensemble de la population? Si on l'applique à l'ensemble, on évite des problèmes que quelqu'un de la communauté, par exemple, qui vit dans son village, commet un acte ou un délit dans la ville. Alors, est-ce qu'on va lui appliquer le droit de la communauté ou le droit de la ville? Donc, là, ce sont des décisions à prendre. Mais même si les communautés ont leur propre système de jugement, il est toujours important d'avoir un œil là-dessus, parce que ce n'est pas parce qu'une communauté décide que nécessairement cela répond à une justice. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement une garantie que le jugement ou le procédé de jugement est un procédé juste.
Je pense à certaines communautés où, par exemple, l'homme est le mâle est la personne la plus importante, et donc la discrimination envers la femme ou envers les enfants fait loi. Et c'est accepté par tout le monde. Bon, là aussi, il faut peut-être voir si l'ensemble de la société n'a pas le droit de regard pour dire oui, mais faites gaffe quand même. Tout le monde a droit à une égalité dans la dignité, donc tout le monde a le droit aussi à être à faire partie de la mission dans les mêmes conditions. C'est la même question, au fond, qui se retrouve dans la question suivante sur les exclusions. C'est-à-dire, si nous avons un système de justice réparatrice, doit-on prévoir d'exclusion de certains groupes, certaines personnes ou certains cas? Je prends un cas très concret. Le Conseil d'Europe a émis, il y a juste 10 ans, en 2011, la déclaration d'Istanbul, qui a été signée et ratifiée à Istanbul. C'est une déclaration sur la violence familiale et contre la femme. Et dans cette déclaration, il y a un élément qui est important pour nous aujourd'hui, qui dit que dans le cas de violence familiale ou contre la femme, les pays signataires qui ratifient cette déclaration n'utiliseront pas la médiation pour trouver une solution. Donc là, il y a un rejet d'une pratique de la médiation. Pourquoi? Parce que on s'est dit dans cette déclaration que dans un couple, même en Europe, parfois la femme a une situation qui est inférieure, qui est une situation de plus de vulnérabilité que l'homme. Donc, si dans ce couple, il y a une violence contre la femme de la part de l'homme, si on va essayer de procéder à une médiation entre les deux, il est clair que la parole de l'homme, la force de l'homme va pratiquement obliger la femme à accepter n'importe quel règlement. Parce que la femme est dans une situation telle de vulnérabilité et de manque de parole, d'initiative, qu'elle va accepter n'importe quoi. Donc, le rôle de l'homme est tellement dominant qu'il va dominer la situation. Dans ce cas-là, dit cette déclaration, on n'utilisera pas la médiation, mais il faudra trouver d'autres façons pour arranger le conflit. Alors, est-ce que ça exclut la justice réparatrice? Non, parce qu'il y a d'autres façons de trouver une solution. Mais on exclut un procédé qui est la médiation directe entre les deux, justement parce qu'il y a un déséquilibre entre la force, disons, l'importance qu'elle a une partie face à l'autre. Donc, doit-on exclure, par exemple, les cas de violence familiale ou de violence contre la femme, ou de violence contre des minorités ou contre des groupes vulnérables, les handicapés, etc., ou pas? Donc ça, c'est une décision à prendre une fois qu'on décide sur le cadre légal. L'ironie du fait est qu'il y a quelques semaines, la Turquie, où cette déclaration a été promulguée, disons, du Conseil de l'Europe, la Turquie s'est retirée de cette déclaration d'Istanbul. Bon, ça, c'est l'ironie du cas. Dernière question. Doit-on inclure la justice réparatrice comme système dans le système judiciaire formel, ou doit-on penser à un système parallèle? Si vous avez lu le manuel qui était dans la lecture préparatoire, vous aurez lu que les deux cas ont leurs inconvénients et leurs avantages. Si le système de justice réparatrice est inclus dans le système formel, ça lui donne une certaine autorité, parce que on est dans le système formel de justice. Mais existe le risque que la justice réparatrice soit récupérée par vous rappelez, les professionnels, le juge, enfin les magistrats, les avocats. C'est-à-dire qu'on exclut petit à petit de nouveau les protagonistes, victimes, transgresseurs et communautés.
Donc, il y a un avantage et il y a un inconvénient. Si c'est un système parallèle, il y a l'avantage d'avoir une certaine autonomie, bien qu'il faudra toujours la supervision d'un magistrat quand même, mais c'est un système parallèle, donc il n'y a pas ce risque d'être récupéré. Le risque, par contre, si c'est un système parallèle, est que le système ne soit pas considéré comme un système sérieux. C'est-à-dire, bon, c'est une justice de deuxième catégorie, c'est une justice un peu pauvre, c'est une justice qui ne vaut pas la peine, pratiquement. Je préfère aller au juge. Je vous donne un exemple, pas de justice réparatrice, mais de risque de système parallèle. Au Pérou, de nouveau, excusez-moi de toujours prendre cet exemple-là, pour des cas de justice civile, il y a plusieurs années, on s'était rendu compte que, comme il y a beaucoup de problèmes de contrat, de paroles, etc., le système de justice était submergé dans les cas aussi civils. Donc, on a dit, pour essayer de réduire la charge de cas dans le système judiciaire civil, on va exiger que avant de passer un jugement, avant de passer au palais de justice avec un cas civil, on va demander aux deux parties, donc c'est un cas civil, pas pénal, donc les deux parties qui sont en litige, on va leur demander de passer par un bureau spécialisé de conciliation. Alors, on va former des conciliateurs officiels, enfin agrégés, et ensuite, on va leur dire, bon, voyez ces cas-là et essayez d'arranger une conciliation, essayez de trouver une solution, justement pour ne pas aller en justice. La loi a été votée. Alors, qu'a-t-on vu jusqu'à présent? Ça fait déjà des années que ça fonctionne. On a vu que dans beaucoup de cas, les deux parties considèrent ce genre de conciliation comme une justice mineure. Donc, que font-ils? Ils vont ensemble au conciliateur, ils lui demandent combien coûte la conciliation. Alors, il y a des tarifs selon les cas. Ils disent, OK, voici de l'argent, donnez-nous notre certificat parce que de toute façon, nous voulons aller en justice. Donc, c'est devenu un procédé bureaucratique en plus, mais ça n'a pas solutionné le problème. Donc, avec une justice réparatrice parallèle, il y a ce risque-là aussi de dire bon, c'est pas une justice sérieuse, donc de toute façon, je ne participe pas ou je ne veux pas de solution réparatrice, je veux aller en justice. Donc là, il faut voir aussi les implications. Voilà, vu que ça fait déjà, on est à 40 minutes déjà du début, je vais arrêter ici avant de passer dans la deuxième partie à la question des ressources et des motivations. Je voulais revenir sur la question de considérer que les délits mineurs dans le cas de la justice, comment dirais-je, réparatrice. Bon, si on considère ce type de délit, donc, à mon avis, il y aura peut-être, le juge peut prononcer une petite peine ou bien une faible peine et il n'y aura pratiquement pas de repentir de la part de celui qui a commis le crime et il peut même refuser le système de justice réparatrice. Donc, lutter ou bien œuvrer pour considérer les délits mineurs, je pense que peut-être que peut-être c'est une fuite en avant. On ne peut pas peut-être prendre des engagements dans le sens de la justice réparatrice. Merci. Si j'ai bien compris, tu as dit que dans le cadre d'une justice réparatrice, le juge peut donner une peine mineure aussi pour les délits mineurs, ce qui n'aiderait pas le système de justice. C'est un peu ça, non? Non. Je veux dire que en fait, c'est pour ceux qui luttent pour que, en fait, qui sont pour qu'on ne considère que les délits mineurs dans le cadre de la justice réparatrice. Voilà. Donc, je dis que si on considère, si on opte pour ne considérer que les délits mineurs, dans ce cas, celui qui a commis le crime
en fait, il y aura peu de repentis, puisque c'est un délit mineur. Le juge, par exemple, va donner une peine mineure. Donc, pour un vol de téléphone portable, on ne peut pas condamner quelqu'un à 2-3 ans de prison. Donc, il y aura un repenti, un peu ou pas de repenti. Et là, bon, ça n'a pas d'enjeu. Voilà. Oui, mais c'est justement le cas d'une justice punitive. Mais pas de la justice réparatrice, parce que dans le cas de la justice réparatrice, ce ne sera pas le juge qui donnera la peine. C'est l'ensemble, la victime, le transgresseur et la communauté qui vont voir comment réparer. L'exemple que tu as donné est exemplaire, pour dire ainsi. Ici, au Pérou, par exemple, si un jeune vole un téléphone, probablement il n'y a pas de suite, parce que si c'est un téléphone comme le mien, ben il vaut pas grand-chose, donc on n'arrive pas au montant minimum pour pouvoir judicialiser l'affaire, et il y a rien dans une justice punitive, parce que c'est un fait qui n'est pas typifié en tant que tel comme ayant droit, disons, ou emmenant à une peine. Tandis que dans la justice réparatrice, s'il y a un vol d'un portable, même si c'est un vieux portable qui ne vaut 3 fois rien, il y a eu un problème dans la communauté, et donc on va devoir réunir la victime, le transgresseur et la communauté pour voir qu'est-ce qu'on va faire pour éviter que ça se répète. Non? Donc, dans le système de justice réparatrice, ce n'est pas le juge qui arbitrairement donne une peine lourde ou moins lourde. Non, c'est l'ensemble qui trouve une solution, pas seulement on trouve une solution au problème qui a été causé, et on ne donne pas seulement une peine selon le code qui stipule que bon, il y a 15 jours d'enfermement, un truc comme ça. Donc, la justice réparatrice, justement, a un autre système. Alors, c'est un thème que je vais reprendre dans la deuxième partie, quand on va parler de la motivation. Comment motiver à une population et à des magistrats à joindre ce système de justice réparatrice. Parce qu'effectivement, on peut se demander, comme très bien tu l'as dit, il y aura pas de peine, ou même on l'enverra même pas en prison, donc ça ne sert à rien. Donc c'est justement, on cherche une solution au problème. On ne cherche pas nécessairement à envoyer en prison ou en réformatoire le gamin, le transgresseur. Mais on va reprendre le thème dans les motivations de la deuxième partie. Ok, merci beaucoup. Je remercie Bruno par rapport à cette partie qui nous a encore éclairé sur le concept. Et je vais rejoindre mon prédécesseur pour dire que je ne trouve pas d'infraction qui soit en dehors du cadre de la justice réparatrice. Quelles que soient les infractions commises, la justice réparatrice, pour moi, est possible. L'irréparable, je ne trouve pas que ça existe. Quelle que soit ce que la personne fait, la deuxième chance est encore possible. Et je pense que à tous les stades de la procédure, de l'enquête judiciaire, de l'enquête préliminaire jusqu'à la fin, il y a possibilité quand même de pratiquer la justice restaurative. Si on prend les critères, le fait que la parole soit donnée à l'auteur et à la victime, par exemple, la réparation, la réinsertion, tout ça là, c'est possible. Pour moi, je ne pense pas qu'il faut obligatoirement formaliser la justice réparatrice. Il y a des pratiques qu'on peut faire à l'intérieur de la justice formelle. Par exemple, le fait que la réparation existe, par exemple, on peut, à l'intérieur de la justice formelle, faire en sorte que les critères de la justice réparatrice soient quand même respectés, par exemple. Donc, c'est ce que j'ai à apporter comme commentaire à ce que M. Bruno vient de nous apporter. La justice réparatrice, c'est possible, quelles que soient les circonstances, qu'elle soit formalisée ou pas. Pour moi, ce n'est pas le problème. Mais c'est que le contenu de sa pratique puisse être mis en œuvre sur le terrain pour le bénéfice à la fois de la victime et de l'auteur de l'infraction. Et c'est de faire en sorte que ça ne devient pas une fuite en avant pour que les délinquants trouvent le moyen quand même de se tirer facilement d'affaires. Merci. Merci juste à Moussa. Ok, merci.
Merci à Bruno pour la qualité de l'exposé. Il a cité 5 points de réflexion. Voilà, donc qui, quoi, quand, et tout le reste. Bon, maintenant, je ne sais pas si l'ordre obéit à un certain nombre de principes. Sinon, moi, je propose le point 5 comme premier point. C'est-à-dire, est-ce que la justice réparatrice doit être un système parallèle ou bien un système légal? Moi, je pense que ça doit être le premier point. Et pour moi, ça doit être un système légal. Parce que tant que c'est pas légal, donc les décisions prises n'auront pas de valeur et la victime, si elle n'est pas satisfaite, peut recourir à la justice formelle. Donc, du coup, tout l'effort qui a été fait, voilà, donc, va tomber dans l'eau. Oui. Donc, moi, je pense qu'il s'agira peut-être d'identifier les bonnes pratiques restauratrices au sein des communautés et d'essayer de les formaliser. Ensuite, maintenant, le reste du processus va suivre. Maintenant, par rapport à qui, je pense que la justice réparatrice doit être appliquée à tout le monde, aux enfants, aux adultes, à tout le monde. Maintenant, le quoi, je pense que ça doit concerner les délits, voilà. Mais on doit faire attention. D'abord, les cas de récidive. Voilà. Donc, on doit prendre en compte les cas de récidive et surtout aussi des cas d'abus sexuels qui sont vraiment très sensibles. Voilà. Donc, essayer de trouver une solution à l'avenir pour des cas d'abus sexuels. Bon, vraiment, je vois ça un peu compliqué. Maintenant, par rapport au moment, je pense que ça peut intervenir à tout moment. Voilà. Donc, si c'est au sein de la communauté, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, dans la pratique, même au niveau de l'enquête préliminaire, donc on peut trouver des arrangements à l'amiable entre les parties. Donc, du coup, la victime peut procéder à un retrait de plainte. Voilà. Donc, voilà. Donc, au niveau du parquet, voilà. Donc, il y a la médiation pénale, voilà, qui est prévue par les textes. Voilà. Donc, la communauté doit être au centre du processus. Mais la difficulté, c'est que, en tout cas au Mali, par exemple, au sein d'une communauté, tu trouveras plusieurs cultures et plusieurs traditions. Donc, les gens se sont retrouvés en ville, ou bien il y a chacun est venu avec sa culture, ses pratiques. Donc, si la victime et l'auteur de l'infraction ne sont pas de la même ethnie, n'ont pas les mêmes pratiques restauratrices, donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, c'est une question que je voudrais poser. Merci. Merci, merci Juste et Moussa. Un plaisir de vous revoir aussi. Quelques commentaires. Les critères que j'ai proposés, les 6 critères, ne sont pas dans un ordre d'importance. Il faut voir l'ensemble de toute façon. Donc l'un est lié à l'autre. Donc là, il y a pas un ordre d'importance. C'est simplement il faut en prendre compte. Il faut prévoir. La question de la récidive, oui, justement, la récidive existe parce que le système punitif ne fonctionne pas. Donc, c'est un argument pour dire bon, il faut quand même trouver une alternative. La question de la communauté et du cadre légal, je crois que effectivement, il faut un cadre légal pour pouvoir mettre en œuvre une justice réparatrice, au moins sur tous les points qui sont prévus dans le code pénal. S'il y a des éléments qui ne sont pas prévus dans le code pénal, ils font peut-être partie des pratiques réparatrices déjà de la communauté. Il y a certaines conventions sociales qui ne sont pas incluses dans le code pénal parce que c'est tellement évident que tout le monde dit oui, mais ça on peut faire et ça on peut pas faire. Justement là, il faut voir la situation dans chaque pays. N'oublions pas que le fait d'avoir des lois n'est pas nécessairement un signe de grand progrès social. Je donne un exemple. Dans beaucoup de pays, il y a des lois qui disent que il y a certains dans un bus ou dans un train, etc. Il y a certaines places qui sont réservées pour des handicapés, pour des personnes majeures, pour les femmes enceintes. Alors on dit ben c'est bien parce que comme ça on aide les gens. Eh bien non, cette loi est au fond une loi honteuse parce que ça veut dire que on a besoin d'une loi pour que quelqu'un se rende compte que la dame qui est enceinte a besoin de s'asseoir. Ça veut dire on a perdu la convention sociale, on a perdu la solidarité entre nous
pour dire, bon, moi je suis fatigué, mais cette dame a plus besoin de la place que moi, et donc on a dû faire une loi. Donc ça veut dire que notre système, la cohésion sociale, notre culture s'est dégradée d'une certaine façon, et donc on ne voit plus les nécessités des autres. Donc chacun est repli sur soi-même, et donc elle est debout, moi je suis assis, je reste assis. Eh bien non. Donc, il faut prévoir, il faut voir aussi les lois dans le contexte des conventions sociales. Non, la communauté, non, le voisinage, la communauté peut agir dans son ensemble, même si elle n'a pas de loi ou de règlement pour cela. La communauté peut dire non, mais ça on n'accepte pas et ça on accepte, même si ce n'est pas un problème pour le juge ou pour le parquet. Donc là, il faut de nouveau se rendre compte des conditions culturelles et sociales dans la société. Le dernier problème que Moussa a présenté, c'est-à-dire quand il y a des grandes différences culturelles entre la victime et l'agresseur, effectivement, là, ça pose problème parce que chacun a son propre cadre de référence culturel pour ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Là, évidemment, il faut un cadre légal qui dise bon, ce qui s'est passé, c'est pas bien, disons, c'est une transgression d'une norme et il y a une façon de réparer. Et alors, ils devront se mettre d'accord. Le premier pas là sera justement de demander à l'agresseur pourquoi as-tu fait ça? Et à la victime, qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que s'ils sont de deux cultures différentes, probablement la cause et les conséquences, des termes qu'on a vus la semaine passée, seront vus d'une façon très différente. Et ce sera très important pour que le transgresseur voit que ce que lui pensait faire, ben, ce n'est pas dans l'ordre d'idées, dans la culture de la victime. Et vice versa. Moi, comme victime, je ne comprends pas pourquoi ce jeune a fait cela, mais une fois qu'il m'explique ce qu'il a voulu faire ou comment lui il pense, je peux dire, OK, c'est pas ma façon de penser, mais j'essaye de comprendre. Je ne justifie pas, mais au moins j'essaye de comprendre. Et ce type de compréhension mutuelle est impossible dans un système punitif où simplement le juge dit, bon, c'est typifié de telle façon, on te donne telle peine, et voilà. La victime et le transgresseur restent à leur fin. Donc, c'est un problème que tu as soulevé qui est très important. Dans le cas d'abus sexuels aussi, que tu as mentionné, est-il possible d'avoir une justice réparatrice? Je crois que oui. Mais il faudra vraiment des médiateurs bien formés, très spécialisés, on va en parler dans la deuxième partie, pour pouvoir mener à bien une solution. Ça veut peut-être dire que l'agresseur et la victime ne devront peut-être pas ou n'auront pas aucune envie de se rencontrer. Dans le cas d'une violation, c'est tout à fait compréhensible, donc on devra trouver d'autres moyens. Mais condamner un violeur à passer 20 ans en prison, est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'en prison, on va lui donner un appui psychologique pour une thérapie pour qu'il puisse ne pas répéter le même délit? Est-ce que dans un système punitif, on aura soin à voir que se passe-t-il avec la victime? Est-ce qu'il y aura des moyens pour qu'il ou elle passe également en thérapie pour pouvoir surpasser le problème qui a été causé, etc. Donc là, il faut voir quel type de solution on va essayer de trouver. Ce qui est clair pour moi, au moins, c'est que dans une justice punitive, ce genre, les abus sexuels ne sont pas pris en cause, ne sont pas pris au sérieux. Et donc, la solution qu'on donne n'est pas une solution. Parce que le violeur qui n'a pas été traité, une fois qu'il sort de prison, probablement va continuer. Et la victime n'est vraiment pas aidée par le fait que le violeur est en prison. Il faut voir les intérêts et les besoins de la victime également. Et dans la communauté. Donc, je crois que dans ces cas-là également, la justice réparatrice donne une réponse ou essaye de trouver une solution plus durable que la justice punitive.
Merci. Et un dernier, si tu me permets, Marie-Laure, un dernier point avant la pause, que juste à soulever. Il dit tout est réparable et il a dit quelque chose de très important, quelque chose qui est fondamental dans un système de justice réparatrice. Il a dit tout le monde peut changer. Si on n'est pas convaincu de ce fait-là, la justice réparatrice n'a pas d'avenir. Et on tombe dans la justice punitive. On dit, bon, c'est quelqu'un qui est comme ça, il a volé, donc c'est un voleur, on le substantivise, et on dit, on le réduit à qu'il soit voleur et rien d'autre. Dans la justice réparatrice, vous vous rappelez, on reconnaît les personnes. Et donc, on peut changer. Et je suis convaincu, et j'ai été assez de temps avec des gens emprisonnés, que tout le monde peut changer. Je suis même presque convaincu que moi aussi je peux changer. Ce sera difficile, mais je peux. Donc, le fait qu'on peut tous changer, c'est un critère, c'est un principe de base, c'est-à-dire personne n'est perdu. Je vous donne un exemple seulement avant de terminer. Ce dimanche, nous avons des élections ici au Pérou et les candidats à la présidence, ils étaient une bonne douzaine, je crois, non, il y en a plus qu'une douzaine, ils étaient 18. Quand on leur a demandé qu'allez-vous faire pour la sécurité des citoyens, etc., la plupart, évidemment, défendaient la main dure, la main forte, et en plus, il y avait un élément dans leur tête qui disait on peut aider les primaires, c'est-à-dire ceux qui ont commis un délit pour la première fois. Mais dès qu'il y a récidive, alors là, il n'y a pas de pardon, on les met à perpétuité en prison. Eh bien non, on peut échanger, même après la deuxième ou la troisième ou la quatrième fois. S'il y a récidive, ce n'est pas seulement un problème de la personne qui ne peut plus changer, mais c'est comment avons-nous traité cette personne? Avons-nous vraiment fait tout le nécessaire pour qu'elle se rende compte de sa responsabilité, pour qu'elle puisse réparer, pour qu'elle puisse sentir qu'elle peut se réintégrer dans la société, etc. Donc là, je crois que Juste a dit juste, c'est-à-dire tout le monde peut changer. C'est un principe fondamental dans la justice réparatrice. On reprend. Alors, un petit résumé de l'enquête. Peut-être, oui, Marie-Laure. Tu as eu le temps de lire. Oui. J'ai vu aussi le mail. Mais je ne vais pas parler de pays, mais plutôt de continent. Donc, en principe, il y a en Afrique, il y a la moitié plus ou moins qui dit que c'est un système qui existe, pardon, et l'autre moitié dit qu'il n'y a pas de cadre légal encore. Donc évidemment, il y a des différences entre beaucoup de pays. Et les pays où cela existe, et ça c'est un élément général, il manque de ressources pour que ça fonctionne bien. En Asie centrale, ou l'Europe de l'Est, enfin ça dépend de comment on voit l'affaire, il y a les deux cas, ça existe, mais il manque de ressources, ou ça n'existe pas, et là il y a un élément qui est repris, que ce serait difficile à cause de la mentalité. Donc je suppose qu'il y a une mentalité plutôt répressive, et c'est aussi la conclusion qu'on peut prendre, enfin à laquelle on peut arriver. En Amérique latine, la plupart disent, OK, il y a un système qui existe, mais il y a 2, 4, 5, 6 qui disent qu'il y a également des problèmes de mentalité. Donc, évidemment, là, il faut voir si le système de justice réparatrice existe, c'est-à-dire il y a un cadre légal, etc. Il manque de ressources, mais pas seulement ça, mais aussi les gens ne sont pas tout à fait d'accord. Parce que beaucoup de gens ont le chip une mentalité qui dit oui, il faut punir. Ça dépend de la culture parfois punitive. Ça dépend aussi, en Amérique latine, on a quand même pas mal d'histoires, qui n'est pas liée à une démocratie, mais plutôt à la main forte, non, les militaires, les coups d'État, etc. Et il y a aussi une éducation qui est réellement très punitive et très formelle. Donc là, il y a des points à travailler. C'est ce qu'on va faire dans cette deuxième partie, où je vais essayer de partager de nouveaux
le document là avec les petits dessins. Je vais voir si on peut. C'est bon. C'est bon, ça marche. Ok. Donc on avait vu la question les six critères. Il y en a plus. Mais si vous voulez vraiment un aperçu global, reprenez le petit manuel des Nations Unies là sur la justice réparatrice. Là il y a toutes les explications avec des exemples, etc. On n'a pas le temps de voir ça tout ça aujourd'hui. Donc une fois qu'on a une idée sur le cadre légal qu'on veut créer, il faut passer aussi aux ressources. Alors là, il y a deux types de ressources. La première, c'est l'infrastructure, et la deuxième, ce sont les personnes. Alors vous allez peut-être vous dire, oui, mais l'infrastructure, pourquoi a-t-on besoin d'une infrastructure spéciale pour la justice réparatrice? Eh bien oui, ça aide. Je vous donne l'exemple d'une expérience qui s'est déroulée il y a une quinzaine d'années déjà, au Pérou. Vous voyez à gauche la structure d'un commissariat de police. Que se passait-il dans le district de El Agustino, dans la capitale, à Lima, au Pérou? Quand on arrêtait un enfant, on envoyait, la police l'arrêtait en flagrant délit d'habitude, souvent la nuit, on l'envoyait au commissariat. Et au commissariat, on enfermait le gamin dans une cellule, parce qu'il fallait le garder là jusqu'à ce qu'arrive le procureur. Alors, il n'y avait pas toujours de cellules de libre, donc parfois on le mettait avec des adultes, ce qui est évidemment contre la loi, ou on le mettait dans une cellule tout seul, ou avec d'autres jeunes. Mais vous imaginez l'état des cellules, je suppose que dans vos pays c'est pareil, ce sont des cellules sombres, sans lumière naturelle, avec des barreaux, probablement assez sales, avec des graffitis sur les murs, ça sent mauvais, il y a peut-être pas de toilettes, etc. Donc vraiment, ce n'est pas un lieu très agréable pour commencer à penser à la responsabilisation du gamin. Donc une ONG a commencé, qui a commencé la première expérience pilote de justice juvénile réparatrice au Pérou. Ils ont rassemblé, je suppose, des psychologues, des architectes, etc. Ils ont dit comment peut-on améliorer cette cellule. Et vous voyez le résultat dans les trois photos, c'est la même cellule. C'est-à-dire, il y a une toilette déjà, il y a un robinet, on peut se laver, et il y a même une douche. Mais bon, il y a une douche. Le lieu même n'a pas de barreaux aux fenêtres. Il y a un grillage, mais c'est un grillage assez ouvert, qui est normal pour toutes les fenêtres au Pérou, dans les maisons péruviennes. Donc, il n'y a pas de barreaux. On n'a pas l'impression d'être en prison déjà. Il y a un banc, il y a une tablette où on peut poser ses affaires. Il y a un banc où il y a même un matelas où on peut dormir éventuellement. Le matelas est anti-inflammable au cas où. Donc, c'est un matelas spécial. Parce qu'évidemment, il y a des réactions parfois de pyromanes. En plus, l'ensemble de la cellule ou de cette chambre-cellule est en couleur claire, c'est un bleu cassé, disons, et donc ça donne une toute autre impression. Donc, un jeune qui arrive là-bas et qui a peut-être eu l'expérience d'être dans un autre commissariat, il se dit, ah ben, mais ici, c'est différent. Donc, on est dans un autre système. Donc, on essaye d'améliorer l'infrastructure, justement, en fonction du jeune. Évidemment, on pourrait se dire, ce genre de cellules, il faudrait en avoir aussi pour les adultes. Donc, mais ça, c'est une autre discussion. Donc, il faut investir dans les ressources, mais aussi il faut investir dans le personnel. Vous avez en bas, dans la deuxième ligne à gauche, un policier classique, disons, je suppose des années 40, au Pérou ici. Vous voyez, il a des gants blancs, il touche avec les gants le gamin qui vient d'arrêter, il le prend à l'oreille. Voilà, ça c'est une façon de faire, évidemment, qui ne se fait plus. Vous voyez à droite une salle où il y a probablement l'éducateur avec un jeune en conflit avec la loi et sa maman. C'est tout à fait différent d'un commissariat lugubre, mal illuminé, où ça sent mal, etc. Donc là, il y a un autre type de dialogue qui peut se faire. Il faut investir
dans des ressources dans le personnel. Vous voyez ensuite l'image des médiateurs. Ces médiateurs sont spécialisés. C'est du personnel spécialisé qui ont des connaissances de droit, évidemment, mais aussi de culture. Ils connaissent la culture locale. Ils savent parler aux gens, ils savent motiver des gens, etc. Donc, ils ont quand même aussi une formation en psychologie, en relations humaines, ils connaissent la situation, donc ils ont des idées sur les revenus, sur l'emploi ou le chômage, etc. dans la société, etc. Donc, ce sont des spécialistes qui vont essayer d'intervenir dans l'ensemble du processus, mais ce sont des spécialistes qu'on n'arrive pas à former en 15 jours. On ne les forme pas avec un petit livret de 20 pages avec des questions et des réponses. Donc, ça demande un investissement assez lourd, donc il faut aussi avoir des gens qui puissent former ces gens-là. Et ensuite, il faut aussi investir des ressources dans les magistrats, parce qu'il y a quand même un genre de supervision par les magistrats, que ce soit des procureurs ou des juges, donc qui doivent être non seulement formés, je dirais formellement, mais aussi qui doivent être convaincus. Donc, ils doivent être réellement convaincus que la personne puisse changer, que la justice réparatrice est une justice qui est plus juste qu'une justice punitive, etc. Donc, ils doivent parfois changer de mentalité, ce qui est parfois un peu difficile. Donc, il faut investir dans les ressources. On a un cadre légal et on a aussi investir dans les ressources, parce que si on a un cadre légal, comme dans plusieurs pays, on a remarqué, nous avons le cadre légal, mais il nous manque des ressources, soit infrastructures et des ressources humaines. Alors, on en arrive au troisième point, qui est la motivation. Comment va-t-on pouvoir motiver la population pour passer à un système de justice réparatrice? Le premier point que vous voyez en haut n'est peut-être pour nous pas le point le plus important, mais c'est un point qui peut faire changer la mentalité non seulement de l'opinion publique, mais également des politiciens et des administrateurs. C'est-à-dire la question de l'argent. Si on peut montrer, par exemple, excusez-moi, si on peut montrer que on a un système qui atteint les mêmes résultats ou mieux que le système actuel et qui en plus coûte moins cher, là, il y a plusieurs oreilles qui vont se dresser. Parce qu'on va dire, ah bon, il y a moyen de dépenser moins. Parce que le système judiciaire et surtout le système de prison ou des réformatoires, c'est toujours trop cher. Même si on a besoin de plus d'investissement, mais on considère que c'est trop cher, que ça coûte beaucoup à la communauté, etc. Si on peut convaincre les autres que on a un système qui est moins cher, un système qui a de meilleurs résultats, moins de récidives, moins de problèmes ensuite, etc., alors bon, on a peut-être un argument. Donc là, il s'agit de voir combien coûte une place en prison, une place d'un jeune en réformatoire, par exemple, et combien coûterait une place en système ouvert. On n'est pas, c'est-à-dire on a une économie au moins parce qu'il y a moins de gens dans le réformatoire, donc on ne doit pas construire en plus des prisons de jeunes, moins de personnel, évidemment moins de frais d'alimentation, de médecins, etc., parce que le jeune reste dans sa famille. Donc, on a quand même moins des frais qui sont beaucoup plus réduits, et donc on a plus d'argent pour le système, pour former les gens, et aussi pour la prévention. Tout le monde sait, en théorie, que une unité, donc $1, €1, un peso, un franc CFA ou un rouble investi en prévention évite de devoir dépenser ou de gaspiller 5 ou 10 dollars, euros, etc. En réhabilitation. Donc, la prévention reste la priorité. Si la prévention ne fonctionne plus, alors on peut pas un système de pratique réparatrice.
Deuxième argument motivateur, en bas, c'est la culture. Si nous vivons dans une culture où la parole, la conciliation, la solution de conflits en communauté fait partie de la culture originelle, disons, ordinaire, pardon, on a un argument culturel qui est important. Il faut vous rappeler peut-être l'exemple de la prison au Cameroun où il y avait le pavillon du Kosovo qui ne correspondait pas du tout à la pensée culturelle ou à la pratique culturelle de là-bas. Donc, si on peut convaincre les gens pour dire notre système punitif est un système importé, c'est un système qu'on nous a, c'est un système qui ne correspond pas avec nos valeurs originaires, mais un système de justice réparatrice correspond plutôt à nos pratiques anciennes, alors on a un argument culturel pour essayer de motiver, pour changer de système. Donc la culture est très importante. Il y a l'argent, il y a la culture, il y a aussi, on remonte, la communauté. Pourquoi une communauté pourrait-elle rester dans un système de justice réparatrice? Eh bien, parce qu'elle y gagne. Une communauté où il y a des cambriolages, une communauté où il y a des assassinats, une communauté où il y a des meurtres ou des vols ou des viols. Si on peut proposer à cette communauté, ok, on peut essayer d'arranger ces problèmes, au moins éviter la récidive, au moins éviter qu'on répète ce genre de délit, eh bien la communauté serait intéressée parce qu'à moyen et à long terme, elle verra les résultats. Alors, un problème qui se pose, c'est que dans beaucoup de sociétés, nous n'avons plus de communauté. On a un ensemble de personnes qui vivent, mais qui vivent ensemble, mais qui ne se connaissent pas. Je pense aux grandes villes où les gens vivent dans des appartements et où à peine je connais peut-être le voisin du palier. Mais je ne connais pas ceux qui vivent en haut ni en bas parce que je ne les vois jamais. Alors, de quelle communauté parlons-nous? Donc là, il faut trouver des médiations communautaires différentes. Des groupes de la paroisse ou du temple ou de la mosquée, des groupes religieux, des groupes sportifs, des groupes culturels, etc. Une association de quartier, etc. Donc là, il faut voir qui peut représenter cette communauté. Mais la communauté peut être motivée pour ce genre de justice, cette pratique de justice. Quatrième motivation, c'est le temps. Est-ce que nous regardons vers le passé, comme la justice punitive, et on enferme quelqu'un en prison et ensuite on verra bien comment il s'en sort, ou est-ce que nous regardons vers l'avenir? Donc, un système de justice réparatrice regarde vers l'avenir et justement est basé sur le fait qu'on est convaincu qu'on peut changer et que le type de solution auquel on est arrivé est une solution qui changera la personne, qui la responsabilise, dans le cas du transgresseur, et qui lui permet de payer le dommage et ensuite de se réintégrer dans la société. Donc, on a tout intérêt à défendre un système où la personne peut être réintégrée, peut laisser derrière elle le stigmate non stigmatisant dont elle a souffert, si elle est passée par un système punitif, et où cette personne, en soi, également, peut se dire qu'elle est contente de rester dans la communauté et ne pas être expulsée. On mène à la cinquième motivation, si vous voulez, c'est la satisfaction. Dans un système punitif, on ne peut pas dire vraiment que le transgresseur qui a été condamné est satisfait, mais la victime non plus. Parce que la victime, elle dit, moi, je n'en ai rien à faire que l'autre soit 20 ans en prison, et après, il va revenir et ça va recommencer. Ou il y a une insécurité dans notre voisinage, et le fait d'envoyer quelqu'un en prison ne change pas ne donne pas une solution à ce problème. Donc, la satisfaction dans un système
réparatif, un système réparateur, pardon, et quand même que a plus de satisfaction parce qu'il sent qu'il a été écouté, il a été entendu, on a essayé de comprendre ce qui l'a mené à commettre cet acte, et en plus, il a le sentiment de réparer réellement, même si c'est une réparation symbolique, ou si c'est une réparation qui lui demande un certain temps, une cure désintoxication, rentrer au collège, etc. Donc, il a l'impression d'être entendu, d'avoir réparé envers la société, et donc de ne plus devoir avoir honte de ce qu'il a fait. Par contre, il sera convaincu qu'il ne devra pas le refaire. Donc, il se responsabilise et il s'engage à changer de mode de vie. Donc, il peut se réintégrer. La victime aussi est plus satisfaite avec ce système parce que, également, elle a été entendue, ce qui n'est pas le cas dans le système cognitif. En plus, elle a reçu d'une certaine forme une réparation. Donc, on lui a donné un dédommagement qui peut être matériel, on lui a rendu portable, etc., mais qui peut être aussi d'un autre ordre. On l'a aidé pour aller voir un psychologue pour essayer de sortir de son insécurisation. On l'a aidé à retrouver le lien avec les voisins, avec la famille, etc. Donc, la victime a été écoutée et a reçu un type de réparation qui correspond à ses besoins. Et la communauté est satisfaite également parce que la paix est revenue. Il y a de nouveau une harmonie sociale qui s'est réintégrée, disons, dans la société. Donc, l'argent, la culture, les effets pour la communauté, le temps, c'est-à-dire l'horizon sur lequel on mise, et la satisfaction sont des éléments de motivation qu'il faudra utiliser selon les cas. Dans le manuel de justice réparatrice, vous trouverez des exemples également. Mais il est important de motiver. Ce n'est pas une question seulement d'imposer un système de justice réparatrice sans avoir motivé la participation aussi de la population, justement pour répondre à sa culture, pour répondre à ses besoins, pour répondre à ses questionnements. Donc, il est très important de ne pas se limiter à un cadre légal qui est voté dans un congrès ou un parlement qui est loin des gens, mais aussi de préparer les ressources humaines et l'infrastructure et de motiver, c'est-à-dire d'avoir les gens de votre côté. Ça implique un travail avec les politiciens, ça implique un travail avec les magistrats, avec les moyens de communication, la presse, pour influencer l'opinion publique, et évidemment aussi avec la communauté. Évidemment, tout ça c'est très théorique, il faut que chacun puisse voir comment appliquer cela dans son pays, dans sa culture. Je termine avec 2 diapositives sur les risques de la justice réparatrice ou de la mise en œuvre d'une justice réparatrice. Le premier risque s'appelle, j'ai trouvé un mot qui est pareil dans les 3 langues parce que c'est le nom d'une personne, donc boycott. Le boycott est possible et même dans certains cas probable dans certaines circonstances. Boycott par la police parce qu'ils ne sont pas convaincus, ça change leur mentalité, ils sont habitués à attraper le jeune, de lui donner un bon coup de balai et ensuite de le passer au procureur. Maintenant, on va leur dire c'est pas la façon de faire. Également, pas seulement la police, mais aussi le personnel qui travaille dans les réformatoires, qui vont penser qu'ils vont perdre leur travail. Et peut-être qu'ils ne vont pas seulement perdre leur travail, mais aussi ils vont perdre leur source de revenus. J'ai un grand ami qui a été directeur d'un réformatoire alternatif, si vous voulez, dans un pays d'Amérique latine, qui ne participe pas maintenant, donc il n'y a pas d'allusion directe. Et la première chose qu'il a fait, c'est sortir la police du réformatoire, parce que la police était à l'intérieur. Il a dit non, vous restez à l'extérieur parce que vous êtes chargé de la sécurité externe. La sécurité interne, moi je m'en occupe avec mon personnel civil. Il a eu des menaces, des réactions vraiment horribles de la police. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un bon commerce
de portables, de drogue, de cigarettes, de revues pornographiques, etc., avec les jeunes à l'intérieur. Donc c'est la police qui mettait à l'intérieur, qui avait un trafic de drogue, etc., et qui maintenant, comme ils ne pouvaient plus rentrer, ben, c'était un grand revenu qui leur était enlevé. Un revenu qui était probablement majeur, qui était plus important que le salaire qu'ils recevaient. Donc, si on va instaurer un système de justice réparatrice, on va choquer des gens qui ont intérêt à un système punitif. Non seulement un intérêt idéologique, mais également un intérêt économique. Donc là, il faut s'attendre à des réactions fortes. La même question se pose pour les magistrats, les procureurs, les avocats, etc., qui pensent qu'ils vont perdre leur travail. C'est ce que je pensais quand j'ai donné des cours à des magistrats. Il y avait une certaine murmuration parce qu'ils disaient oui, mais alors à quoi on sert? Ils vont pas perdre leur travail, mais leur travail va changer. Ce seront plus les protagonistes, mais ce seront plutôt ceux qui vont garantir le procès, la justice du procès. Et il y a un dernier boycott qui est dans le 3 dessins également, qui est le boycott le boycott de la communauté. S'il y a une culture de punition, une culture de répression à cause du système éducatif, à cause à cause des partis qui sont au pouvoir, à cause par exemple des partis uniques, etc., alors on aura une idéologie de punition. Et là, on peut s'attendre à un boycott. Donc, il faut s'attendre à ce boycott de la part de tous ces acteurs, de toute la société et de l'acteur spécifique. Et donc, il faut prévoir dans la motivation, avant d'installer un système de justice réparatrice, et il faut travailler ce risque. Il faut prévoir le risque parce qu'autrement, on va se taper le nez dans le mur. Donc, il faut prévoir le risque. Alors là, ce sont des risques évidents, normaux dans chaque processus de changement, d'évolution, etc. Mais il y a aussi un risque inhérent au système, qui est un peu plus pervers, je dirais. Voilà des statistiques de jeunes en conflit avec la loi au Pérou pendant presque 20 ans. La ligne bleue que vous voyez en haut, c'est la quantité de jeunes qui sont passés dans le système fermé, qui ont été emprisonnés, avec l'euphémisme d'avoir une mesure socio-éducative fermée. Bon, c'est-à-dire on les emprisonne. En bas, vous voyez la ligne orange, qui sont les jeunes en conflit avec la loi, qui ont été pris en charge dans un système ouvert. C'est-à-dire, ils ne sont pas enfermés à la maison, ils restent dans leur famille, mais ils doivent venir, par exemple, chaque semaine à un centre ouvert où ils doivent rencontrer un éducateur ou un psychologue, un travailleur social, etc. Et pour voir la mesure qu'on leur a donnée. Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas nécessairement une justice réparatrice. C'est simplement que le délit ou la transgression commise ne justifiait pas l'enfermement, mais quand même un suivi. Voilà, c'est le système ouvert. Le système ouvert est intéressant parce que déjà il coûte moins. Au Pérou, par exemple, nous avons 10 centres fermés, 10 réformatoires, dont un pour les filles. Donc vous imaginez un pays qui est le double de la France, où il y a un centre pour les filles. Donc, elles doivent être transportées à Lima pour s'intégrer dans ce centre-là. Il n'y a pas d'autre façon. Tandis que des centres ouverts, il y en a, je crois, il y en a presque 30. Donc, c'est plus décentralisé. Donc, les jeunes ne sont pas obligés de voyager et la famille non plus ne doit pas voyager pour aller les visiter. Alors, voilà les deux solutions qui sont données. Mais que voyons-nous? Pour commencer, dans les deux cas, sur presque 20 ans, il y a une augmentation des cas. Les cas pour les jeunes en système ouvert, la ligne orange, a presque quadruplé. Donc, il y a presque 4 fois plus de jeunes qui sont dans le système. Ça peut s'expliquer du fait on a ouvert plus de centres ouverts. Donc, une fois que le centre ouvert s'ouvre,
les jeunes peuvent être amenés à visiter ces centres ou avoir un contact avec ces centres. Mais ce qui est plus grave, c'est que la ligne bleue a augmenté également. Elle a doublé. Donc, de 2000 ou un peu moins de 2000 par an, elle est passée à 4000 par an. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que maintenant, les jeunes, en 20 ans, sont devenus doublement dangereux, qu'il faut en enfermer le double qu'avant? Ou sont-ils 4 fois plus délinquants pour qu'on les envoie dans un centre ouvert? Je ne crois pas. C'est pas non plus que la jeunesse a doublé en quantité. Disons, ce n'est pas qu'il y a une croissance juvénile, au contraire. Il y a une baisse dans la croissance démographique. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Que le fait d'ouvrir des centres ouverts n'a pas diminué l'incarcération dans les centres fermés. Et donc là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que ça veut dire que en instaurant des centres ouverts et même en appliquant dans certains cas une justice réparatrice, on a beaucoup plus de jeunes qui sont concernés ou qui sont pris dans ce système de justice, soit punitive, soit réparatrice, qu'avant. Donc là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que si les centres ouverts accueillent plus de jeunes, cela devrait signifier que dans les centres fermés, il y en ait moins. Pas qu'il y en ait plus. Donc là, il y a un risque. Et c'est un risque qui est classique, qui est connu en toute théorie criminologique. C'est-à-dire, une fois qu'on ouvre un système, que ce soit fermé ou ouvert, ce système va se remplir. Pour les prisons d'adultes, on dit prison d'adultes construite, prison d'adultes pleine. Parce que on attire chaque fois plus de gens. Que s'est-il passé avec ces jeunes? Que des cas qui avant n'étaient pas enfermés, maintenant, ou qui n'étaient même pas traités en centre ouvert, maintenant on dit, ah oui, maintenant on va plus l'envoyer à la maison, on va le traiter dans notre centre ouvert. Ou des cas où avant on était dans un centre ouvert, maintenant on va dire, oui, mais on a beaucoup de monde, donc on va l'envoyer à un centre fermé. Parce que chaque système veut justifier son fonctionnement. Donc, on veut montrer qu'on est en train de travailler. Donc, les gens qui travaillent là, avec la meilleure intention du monde probablement, vont dire, on te laisse ici, on va pas t'en renvoyer à la maison. Le juge qui le reçoit va dire également, je ne vais pas t'envoyer à la maison parce que le cas ne mérite pas de suite. Mais il va dire, ah non, maintenant on va te donner un suivi. Donc, tu vas entrer en centre ouvert ou en centre fermé. Donc, c'est un grand risque de tout type de peines alternatives. Aussi pour les adultes. Donc, le fait d'instaurer un système de justice réparatrice n'implique pas nécessairement qu'on va diminuer l'enfermement des jeunes. Donc, c'est un critère qu'il faut tenir en compte, un critère d'évaluation qu'il faut tenir en compte. Une fois qu'on a un système de justice réparatrice, il faudra vérifier que le système n'accumule pas plus de cas et que le système punitif n'augmente pas également. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça, parce que c'est un risque de judicialiser ou de mettre dans l'essoreuse ou dans la machine à laver judiciaire chaque fois plus de cas. Comment peut-on éviter cela? Il y a quelques pays qui ont pu réduire leur population en système de justice, entre autres, par exemple, quelques pays scandinaves comme la Finlande. Comment ont-ils fait? Mais ils ont changé de système. Ils ont dit, ce jeune, il n'y a pas un problème pénal en premier lieu, mais il y a un problème social. Donc, on va d'abord voir la situation de ce jeune. Quelle est sa situation scolaire? Quelle est sa situation sociale? Ses parents ont-ils un travail, etc. Et donc, on va pas envoyer la police, mais on va envoyer le travailleur ou l'assistante sociale. Et on va essayer de changer de système, plus dans le système du ministère de la Justice, mais du ministère des Affaires sociales. Alors évidemment, dans des pays avec beaucoup de ressources et dans des pays
vraiment démocratique, c'est plus facile que dans nos pays où on a justement des problèmes à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose auquel il faut penser. La justice réparatrice est une justice qui justement pense plutôt à des pratiques réparatrices qui sont dans le cadre plutôt du social, de la santé, de l'éducation, plutôt que dans le sens punitif du commissariat de police et de la punition. Donc là, il faut prendre en compte ce risque pour éviter que les cas augmentent plutôt que de diminuer. Alors, la grande question, êtes-vous prêt à soutenir les réparatrices dans votre pays ou pas? Est-ce que ça vous tente ou est-ce que vous dites, OK, c'est bien, mais comme beaucoup en Amérique latine l'ont dit, on veut bien, mais la mentalité n'est pas à jour, donc il faut travailler cette mentalité avant, etc. Donc là, c'est un idée qui vous est lancé, non seulement de ma part, mais simplement de votre propre conviction et de votre propre conscience. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier dans les langues que j'ai trouvées pour partager avec vous. Je suppose, enfin, j'espère que la plupart est convaincu que bon, ça devrait marcher. Quelques-uns ont déjà le système de justice réparatrice dans leur pays. Alors, quels sont les problèmes que vous prévoyez ou quels sont les problèmes que vous rencontrez dans l'application de ce genre de système de justice? Est-ce que ça correspond aux risques qu'on a vus ou est-ce qu'il y a d'autres éléments peut-être qui ne sont pas, que je n'ai pas pris en compte et qui justement rendre plus difficile la mise en œuvre de ce système chez vous? Oui, merci à Bruno et merci à Laure de m'avoir donné la parole aussi. Effectivement, moi, c'est la dernière question du diapo qui m'amène à peut-être faire un petit commentaire, à réfléchir. Je me dis qu'il est important que dans nos pays, enfin spécialement au Togo, je pense qu'il est important de retravailler encore avec la communauté. Beaucoup plus parce que chez nous ici, bon, j'ai les collègues qui sont là qui peuvent aussi me contredire. Mais chez nous ici, amener quelqu'un jusqu'au tribunal, c'est comme si on dit tu m'as tué. C'est ce qu'on dit en général. C'est comme si tu as tué la personne. Donc, en gros, au fond, on préfère régler entre nous que d'aller jusqu'au tribunal. Donc, s'il y a une justice réparatrice qui est bien ficelée et bien comprise par la communauté et qu'on trouve des moyens, comme on le dit, des ressources pour mettre toutes ces choses en place, je pense que ce serait le bienvenu. Le problème, c'est que on n'a pas encore cette mentalité et je pense qu'il y a ce travail-là à faire. Et déjà à partir de la communauté, partir de la base, de ce que nous avons, nos préjugés, nos façons de voir les choses et tout, pour pouvoir après, je pense que ça faciliterait le travail des différents partenaires quoi, sur le terrain. Voilà, maintenant, merci beaucoup. Et il y avait peut-être aussi une petite précision qu'on avait avec Diana, ma collègue Diana, sur les infractions de nature sexuelle, où il faut faire attention aussi, parce qu'il y a beaucoup de combats pour faire reconnaître les enfants victimes de violences au sein des familles, de violences sexuelles, physiques. Et donc, la justice réparatrice ne veut pas dire qu'il y aura médiation pour toutes les situations. Mais la justice réparatrice, ça ne veut pas dire négociation à chaque fois. Bruno a bien dit qu'il y avait des phases pré-sententielles, mais aussi post-sententielles. Il y a des choses qui sont possibles. Donc, et il faut pas opposer une justice qu'on connaît actuellement avec cette justice réparatrice. Il y a des choses qui sont quand même compatibles aussi. Parce que là, on a le combat de protéger les enfants, donc il faut pas tout mélanger. Pour une justice réparatrice, il faut quand même qu'il y ait une certaine égalité entre les parties. S'il n'y a pas cette égalité, alors il en a parlé dans le cadre de la Convention d'Istanbul, mais c'était pour bien leur rappeler qu'il faut pas mélanger et que voilà, nous, j'ai beaucoup expliqué aux partenaires dans le cadre d'un précédent programme abus qu'il fallait pas faire de médiation pour les cas où les enfants sont victimes, notamment de violences sexuelles. Donc c'est pas revenir en arrière. C'est juste qu'il y a des formes de contraintes, de sanctions qui peuvent être adaptées. Mais il y a des choses qui ne se négocient pas. On va pas négocier un mariage, on va pas négocier ce genre de choses. C'était juste pour bien rappeler ça, que justice réparatrice, c'était pas forcément médiation ou négociation. Pas la voie du plus fort non plus.
Oui, c'est très important ce que Alda a dit et ce que Marie-Laure a rappelé aussi. D'abord la question de la culture. Dans beaucoup de cultures ou dans beaucoup de communautés, le fait de commettre un délit ou une transgression fait qu'on se pose soi-même hors de la communauté. C'est-à-dire, c'est presque une auto-exclusion. Ou le fait, comme dit Alda, de l'envoyer à la justice, c'est pratiquement l'exclure. Donc il y a la question de la honte, la question de l'appartenance à la communauté. C'est vrai dans les pays où il y a encore des communautés de ce genre. Dans les zones urbaines, par contre, il y a plus tellement ce sentiment de communauté, et justement c'est le manque de honte ou de honte possible qui fait qu'il y a beaucoup de transgressions ou de délits, parce que comme on connaît personne, on peut tuer, on peut voler, on peut violer parce que c'est impersonnel. Donc, ce sont deux situations très différentes. Commettre une transgression dans une communauté où on est connu et on connaît les gens, ou commettre une transgression dans une société où je ne connais même pas mes voisins de palier. Donc là, il y a une grande différence dans le sens qu'a une transgression. Et donc, la réponse aussi. Il y a des expériences très intéressantes, justement, en justice réparatrice, post-sentence, disons, où dans la prison, par exemple, on a des cercles où on rassemble les condamnés, par exemple pour vol, et on leur amène quelqu'un qui a été victime d'un vol, qui a aucune relation avec les condamnés. C'est quelqu'un d'extérieur à leur cas, mais qui leur explique justement ce qu'a signifié ce vol pour ces personnes. Et là, on a une prise de conscience parce que là, la victime n'est plus une victime anonyme. Mais on se dit, tiens, mais je pensais pas que ça allait avoir tel impact. Donc ça, c'est dans une société où on est tous anonymes. Dans une communauté où on se connaît tous, alors là, oui, il y a la honte, il y a l'exclusion, etc. Et ce que Marie-Laure a rappelé aussi pour les infractions sexuelles, mais aussi pour d'autres types de délits, la justice réparatrice n'est pas une justice négociée. Donc, là, je crois qu'il faut sortir il faut sortir de la tête le terme de négociation, et il faut le remplacer par solution. Donc, on essaye de trouver une solution qui soit acceptable et qui soit importante pour la victime, mais aussi pour le transgresseur. Donc, dans le cas d'abus sexuels, ça ne veut pas dire qu'on va faire une médiation entre les deux, parce que justement, il y a un rapport de force qui est déséquilibré. Mais cela ne veut pas dire qu'on va dire simplement au transgresseur, tu as violé, donc on t'envoie 20 ans en prison. Non, on va trouver une solution pourquoi il a violé. Et donc, on va devoir avoir un traitement, on va avoir des règles de jeu, etc., des règles de conduite, pardon. Et pour la victime également. On va pas lui dire, vous avez été violé, donc ne vous en faites pas, votre violeur sera en prison pendant 20 ans. Non, on va dire, qu'avez-vous ressenti, comment pouvons-nous vous aider pour que vous ayez de nouveau une vie plus ou moins normale, etc., et pour la communauté aussi. Donc, il ne s'agit pas de négocier, il ne s'agit pas de dire, je vous paye autant et on n'en parle plus. Parce que ça, ce serait presque un chantage. Ce qu'on essaie de trouver, c'est une solution et pas la négociation. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début, ce n'est pas trouver le juste milieu. Entre 50 et 100, c'est 75. Non. C'est de trouver une solution au problème. Et je crois que là est la grande différence avec la justice punitive. La question de la médiation est un des procédés possibles, mais ce n'est pas le seul. Donc il faut pas toujours s'imaginer que la victime et le transgresseur vont devoir se rencontrer pour parler, etc. Cela peut être le cas si les deux volontairement l'acceptent, mais ce n'est pas nécessairement la seule solution ou le seul procédé qui peut être utilisé. Manque de ressources, manque de changement de mentalité,
nous parlons d'une justice restaurative. Je n'ai pas très de justicia excluyente entre los jóvenes. bien compris comment cela est interprété. Explicar un poco. Pero con la primera... Enfin, je ne comprends pas très bien la question. Je ne sais pas si la personne qui a posé cette question peut préciser. Oui, bien sûr, dans une justice traditionnelle, il y a une mentalité punitive, c'est évident. Et dans la plupart des pays, comme nous l'avons vu, le système de la justice réparatrice a été adopté, mais il n'y a pas de ressources. Alors, nous devons continuer de toute façon à informer nos avocats, nos magistrats, et insister sur la prévention, sur l'importance de la prévention. Avant, on disait, s'il y a une punition que tout le monde on connaît, eh bien, cela va prévenir. Mais cela ne marche pas, n'a jamais. Un violeur ne va pas arrêter de violer tout juste parce qu'il y a une peine de 20 ans qui est prévue dans ces cas-là. On ne va pas arrêter le comportement délictueux uniquement parce qu'il y a une peine prévue. C'est une théorie qui n'a donné aucun résultat et pourtant c'est une théorie qui est profondément enracinée encore. Hein. Oui, lorsqu'on parle... oui, j'ai mieux compris la question maintenant. Alors c'est vrai, lorsque les faits délictueux passent pourquoi certains faits délictueux sont jugés par une justice réparatrice ou bien par une justice formelle? Parce que bien, dans certains cas, la réparation est possible et donc c'est pourquoi on a fait une espèce de séparation des deux types. Dans certains cas, la réparation est possible, dans d'autres cas, non. Mais penser à des alternatives pour les délits où la réparation n'est pas possible demande une réflexion plus profonde, car en fait, il s'agit de quelque chose d'un peu plus difficile. Et donc, est-ce qu'on peut l'adopter uniquement, la justice réparatrice uniquement dans les cas de délits mineurs, de crimes mineurs, etc. Ou bien faut-il l'étendre? Il faut tenir compte de tous ces aspects. Ok. Et j'aimerais aborder dans le sens de Marie-Laure pour dire qu'effectivement, la justice réparatrice ne se résume pas à une négociation. Et je pense que la justice réparatrice aussi n'exclut pas le fait que le droit soit dit de manière convenable. Parce que dans la formation, on nous a dit que même on peut, dans le cadre de la justice réparatrice, infliger des peines de prison aux gens. Donc, cette justice, c'est une question d'objectif. Traiter le problème de la délinquance, et surtout chez les mineurs, mais également penser à l'avenir. C'est une justice tournée vers l'avenir. Et aussi, tout est pris en compte, l'auteur comme la victime. Donc, l'essentiel, c'est que l'harmonie soit rétablie, que l'ordre social, quand même, qui a été rompu par la commission de l'infraction, puisse être rétabli. Et aussi pour que le délinquant puisse retrouver sa place au sein de la communauté. Moi, je pense que c'est toujours possible. Donc, on n'est pas là pour dédouaner les délinquants, comme je l'avais dit, mais en justice réparatrice, on peut juger quelqu'un et le condamner si on pense que c'est la prison qui est la meilleure solution pour que l'harmonie puisse revenir et que le délinquant puisse s'amender et reprendre sa place au sein de la communauté, quoi. Sinon, pour moi, je continue toujours pas le dire par rapport à celle qui m'a précédé que je ne trouve pas d'infraction qui ne soit pas réparée. On peut dire que c'est difficile, mais il y a toujours quelque chose qu'on peut faire, quelle que soit la nature de l'infraction commise par le délinquant. Merci. Alors, pour garantir ce processus de réinsertion à travers une justice réparatrice, eh bien, il faudrait adopter également et avoir une politique post-institutionnelle, c'est-à-dire pour éviter justement la récidive.
s'il n'y a pas une garantie d'accompagnement, d'un suivi et qui justement soutiennent ces plans, c'est-à-dire intervenir au niveau social, au niveau culturel, au niveau de l'éducation également. Alors, pour accompagner ce processus réparateur, eh bien, au sein des communautés, c'est un vrai défi pour les communautés en fait. Et donc, il est important de bien connaître et d'avoir cette situation et d'avoir une expérience post-institutionnelle. En Colombie, nous avons des programmes dans ce sens, mais nous menons actuellement une enquête à ce sujet, car lorsqu'on parle de conciliation, de pardon, et là nous en parlons aussi bien au niveau de victimes qu'au niveau de l'auteur du délit. Donc il faut voir quels sont les processus systémiques pour arriver ensuite à des solutions concrètes. Nous parlons de pratiques réparatrices qui ne se limitent pas à résoudre un problème, mais qui adopte également une approche au niveau communautaire qui prévoit également la participation des associations présentes, par exemple, sur le terrain. Au Pérou, nous n'avons rien, en fait. Nous n'avons pas de ressources au niveau institutionnel. Il n'y a rien. Rien n'est fait dans ce sens. La réflexion d'Angélica, elle dit qu'il faut, la justice réparatrice ne s'arrête pas une fois que la période accordée soit terminée, mais il faut faire un suivi de la victime et aussi du transgresseur pour éviter qu'il retombe justement dans une récidive de la part du transgresseur et pour voir si réellement le problème a été solutionné pour la victime. Et là, on est plutôt déjà dans le cadre de politique sociale, et pas seulement de politique de justice ou judiciaire. Donc là, ça dépendra beaucoup de l'encadrement institutionnel qu'on peut avoir dans chaque pays. Il faut toujours réfléchir sur le fait pourquoi, quel est le but de la justice. Alors pour beaucoup de gens, même pour des magistrats ou des juristes, bon, la justice c'est enfermer les gens et voilà. Mais si on ne peut pas garantir que en enfermant les gens, il y a un changement qui va se passer et un changement positif, il faut quand même commencer à réfléchir sur la raison d'être de notre système de justice. Formellement, on veut que la personne change, qu'elle se responsabilise, mais si on ne se donne pas les moyens de le faire, eh bien il faut réviser le système. C'est comme si on disait bon, vous êtes malade, ne vous en faites pas, on vous envoie à l'hôpital. Mais à l'hôpital, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de médicaments ni rien, donc on est à l'hôpital, mais donc ça va jamais marcher. C'est évident pour un système de santé que ça ne marche pas, mais apparemment ce n'est pas si évident pour un système de justice. Et je crois que là, il faut quand même lever la voix et dire qu'il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas normales, même si la société est très punitive. Mais l'opinion publique, enfin c'est un peu mon expérience. Dans l'entourage, les gens veulent la main forte, une main dure, il faut enfermer tous ces transgresseurs, etc. Jusqu'au moment où quelqu'un qu'ils connaissent, que ce soit de la famille ou un voisin, etc., tombe dans cette situation et qui voit la situation dans laquelle il est en prison, par exemple. Alors ils se disent ah oui, mais c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Donc le contact avec le système de prison, avec le système punitif est important. Seulement le système punitif a tout intérêt à masquer la réalité et donc
il n'est pas facile de rentrer en prison, il n'est pas facile d'avoir contact avec des détenus, etc. Donc le système essaye de se protéger des regards d'autrui. Justement, pour faire changer le système punitif, je crois qu'il faut ouvrir les portes des prisons pour que rentre l'opinion publique, pour voir ce qui se passe réellement, et pour que puissent sortir aussi ceux qui ne devraient pas être en prison. Donc je crois que là, il y a un premier pas à faire qui peut ouvrir un peu la mentalité de l'opinion publique et qui pourrait ensuite la motiver pour un système plus humain, plus digne, qui est le système de la justice réparatrice. Merci beaucoup. On va atteindre là nos 2 heures, donc je pense qu'on a bien travaillé pour aujourd'hui. On n'aura pas la prochaine séance, mais la 4e séance sur la justice réparatrice. Il y aura Diana de Colombie qui va intervenir et qui va nous présenter concrètement comment ils mettent en œuvre leur processus de justice réparatrice auprès des mineurs, des enfants en conflit avec la loi. Donc ça va être un autre aspect. Là, on était un peu dans la théorie, on a les grands principes, et avec la présentation de Diana et l'intervention d'un jeune, on va voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique. Ça sera intéressant. En attendant cette 4e séance, la semaine prochaine, nous nous retrouvons le mardi 13. On repasse à mardi, alors 16h heure de Paris, et ce sera sur les enfants qui sont auteurs de violences sexuelles, sur leur accompagnement. Ce ne sera pas sur le côté sanction, mais ce sera sur le côté accompagnement de ces jeunes. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation de semaine et à la semaine prochaine. Au revoir à tous.